Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour le bilan culturel du mois d'octobre. Je l'avais un peu évoqué dans ma première vidéo de l'année, enfin de septembre en tout cas. J'étais dans une période hyper charnière où je devais avancer sur mon premier court-métrage, où je devais finir mon diplôme avec l'école, finir mon alternance et donc mon boulot. Et puis je m'étais dit qu'après tout ça, je me consacrerais à moi, à me faire plaisir, à la culture, à m'éduquer et à faire des vidéos. Et c'est ce que je fais en grande partie. Enfin, déjà, je me repose parce que j'ai eu un peu la descente de tout ça. Ensuite, je travaille beaucoup sur le film parce qu'on est dans la partie de la post-production, donc ça veut dire tout le montage du film et ça prend du temps. Voilà, et puis j'en profite pour aller au cinéma, regarder des films chez moi, lire des bouquins, voir ma grand-mère, Paulette, voir des amis que j'ai pas vus. En profiter aussi pour prendre du temps pour moi. Je suis partie à Londres quelques jours, c'était chouette. Et voilà, donc c'est pour ça que je reviens un peu tardivement pour vous faire ce bilan, mais qui ma foi va être très complet et qui va être bien comme les premiers bilans avec du théâtre, de la musique, des livres, de la BD et beaucoup de films, et même des séries. Donc ça va être un long bilan culturel, mais un bilan culturel aux petits oignons. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les romans graphiques. Donc j'ai d'abord lu Tamara Lampica de Virginie Grenier et Daphné Collignon chez Glénat, qui est une BD qui raconte l'histoire de cet artiste peintre. Et c'était intéressant parce que je connaissais pas du tout son travail et que du coup j'ai découvert qui elle était, sa personnalité, et c'est intéressant d'avoir une si forte personnalité féminine à cette époque-là. Elle m'a beaucoup fait penser à Kiki de Montparnasse, dont je vous avais déjà parlé, mais il y a au moins 3 ans, dans un des premiers bilans culturels, avec une de mes BD favorites, qui est Kiki de Montparnasse, justement, de Catel et Bocquet, qui est absolument magnifique. Et bah là, c'est un peu le même genre de scénario, mais ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans cette BD, c'est le dessin, qui est très particulier, mais qui est très intéressant. J'avais rarement vu ça et j'ai trouvé ça très très beau. Donc je vous conseille d'y jeter un œil parce que c'est vraiment assez surprenant en fait. J'avais ce style de dessin là, ne m'était pas apparu depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai relu, parce que je l'ai retrouvé lors de mon déménagement, Amitié étroite, qui est une des premières BD de Bastien Vives, qui est mon auteur de BD préféré au monde. Et donc c'est une de ses premières BD. Ce que j'adore dans celle-ci, c'est d'une part le sujet, donc en fait tout le scénario, une histoire d'amour, amitié un peu compliquée à laquelle je m'identifie beaucoup et qui me touche beaucoup, mais aussi le dessin encore très enfantin à l'époque de Bastien Vives, où on voit vraiment qu'il a eu une évolution dans son travail, et là c'est vraiment très instinctif, très énervé, très jeune, en tout cas beaucoup plus que ce qu'il fait maintenant, et j'adore ça. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie assez dingue, et il y a notamment 2 scènes de sexe là-dedans qui sont absolument sublimes et que j'avais inconsciemment en référence quand j'ai fait les vagues, et ça m'a fait drôle de voir ça. Mais je vous conseille vraiment cette BD là qui est pour moi une histoire de non-dit, et je vous l'ai déjà dit, mais les histoires de non-dit, ça fait partie de mes histoires préférées parce qu'on comprend avec les silences et les comportements des gens ce qu'ils ont au fond de leur cœur, et je trouve ça très touchant. Donc voilà pour ça. Et du coup, de Bastien Vives, j'ai aussi lu dernièrement Le Chemisier, qui est donc sa dernière BD, paru chez Casterman il y a de ça 2 mois, je pense, et qui est l'histoire d'une jeune fille qui croit en le pouvoir magique d'un chemisier à partir du moment où elle le porte. Et comme d'habitude, le dessin est absolument majestueux, mais ça c'est Bastien Vives, donc c'est une référence, une de mes plus grandes références. Donc si vous l'avez jamais lu, foncez, vraiment, il faut voir ce qu'il fait. Mais par contre, j'ai été un petit peu déçue par le scénario parce que pour moi ça va pas assez en profondeur. Et il y a des choses un peu faciles, enfin ça m'a pas vraiment touchée. Et j'ai trouvé ça un peu trop en surface, pas assez abouti, ou peut-être que le sujet me parlait pas assez, mais il y a comme d'habitude une présence des femmes, une présence du désir, comme dans énormément de ces BD, mais c'est malheureusement pas celle qui m'a le plus plu de toutes celles qu'il ait faites. Donc voilà. Et puis en autre roman graphique BD,
j'ai lu l'intégrale de Héraclès de Édouard Court, qui raconte donc l'histoire de Hercule. Et c'est cool parce qu'en fait, en ce moment, j'aime bien tout ce qui est mythologie. C'est un truc qui me parle, donc ça m'a fait du bien par rapport à cette histoire-là. Mais aussi, le dessin est juste somptueux. Pareil, c'est un parti pris stylistique hyper... Enfin, c'est très différent de les deux autres choses dont je vous ai parlé avant, mais c'est hyper beau. C'est du crayon couleur, c'est un truc très dynamique, très rêche, et en même temps... Enfin, c'est très très beau, il y a des grands paysages et des choses comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer, mais ouais, non, c'est hyper beau. Puis c'est touchant aussi dans l'écriture et c'est drôle. Enfin, il y a des moments drôles. Le personnage d'Hercule est un peu pâteau et ça, c'est chouette. Et ouais, non, le dessin est juste... Enfin, c'est somptueux. Chaque case est une œuvre d'art tellement il y a de détails et tellement... c'est intéressant même dans le traitement de la couleur, en fait. Voilà, la couleur et les matières. En fait, la couleur donne naissance à des matières, que ce soit la brume, la nature, le feu et tout ça. Et c'est hyper beau, donc je vous conseille ça aussi, évidemment. Et même cette couverture, elle est tellement magnifique que voilà. Pour ce qui est de la littérature et des choses que j'ai lues, je vous en avais pas parlé d'un dernier bilan culturel, mais j'ai découvert cet été Stefan Zweig, que je connaissais pas. En tout cas, j'avais lu Le joueur d'échecs quand j'étais jeune, il y a genre 6 ans. Cet été, j'ai lu 24 heures dans la vie d'une femme, qui est devenue le livre de ma vie. Clairement, ça fait partie... aujourd'hui, ça fait partie des livres qui m'ont bouleversée et que j'aime le plus au monde. C'est d'une justesse dans l'écriture et dans la description de sentiments qui sont indescriptibles. C'est juste d'une beauté rare, comme d'habitude. J'adore cette expression, mais vraiment, c'est très bien écrit. Et c'est des pages et des pages sur ce qu'on ressent dans une histoire, encore une fois, de désir et d'amour entre une femme et un homme. Et puis pas que ça, il y a la manière dont il arrive à décrire des choses, du comportement, des positionnements, du corps humain, de regard et tout ça. Je trouve ça splendide. Donc vraiment, je vous conseille de lire Stefan Zweig, c'est bouleversant. Puis il y a ça, puis il y a aussi Amok, puis il y a aussi La confusion des sentiments qui était vraiment très bien. Donc en fait, je vous conseille Zweig qui est vraiment passé parmi mes auteurs préférés au monde. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien et c'est très beau. Donc à ne pas manquer. Et puis j'ai lu le nouveau livre d'Agnès de Sartre, La chance de leur vie. Agnès de Sartre, c'est une auteure que je lisais beaucoup petite, c'était une de mes auteurs préférées. Elle a vraiment contribué à mon goût pour la littérature quand j'étais jeune parce que je lisais beaucoup de ses œuvres et ça m'intéressait beaucoup de voir ce qu'elle écrivait pour une littérature adulte. Donc c'est ma mère qui me l'a offert. Je sais qu'elle avait déjà sorti quelque chose aux éditions de l'Olivier il y a quelques années. Et ici, c'est l'histoire d'une famille, un père, une mère et un fils qui déménagent aux États-Unis parce que le père universitaire est muté. Et c'est raconté du point de vue de la mère pour expliquer leur adaptation à cette vie très différente, dans une culture très différente. Et toute cette histoire se fait aussi à travers l'idée des attentats. C'est-à-dire qu'avant leur déménagement, il y en a déjà eu, et au moment, enfin, dans la narration de ce livre-là, il y a les attentats du Bataclan. Et en fait, c'est la psychologie de 3 personnages, d'une famille, et dans leur vie lambda. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un peu ennuyant, en fait, parce qu'il se passe pas des choses absolument folles, mais dans la simplicité de l'explication de leur vie, de faits qui se passent, mais aussi de leur psychologie très différente et quand même très bien étudiée dans le fond. Je veux dire, chaque personnage a vraiment beaucoup de profondeur. C'est assez intéressant. C'est bien d'avoir des personnages aussi complexes, en fait, psychologiquement. C'est vraiment là-dessus que ça s'axe, je trouve, le livre. Même si ça passe par plein de faits divers et variés d'une journée. En fait, finalement, je pense ce qu'elle tente toujours à montrer, c'est la complexité de chaque être et de la création d'identité de chacun et de à quel point on a beau être tous des êtres humains et vivre les mêmes événements, c'est-à-dire par exemple là la réaction à des attentats,
on n'est pas du tout conçu pareil et on a une sensibilité très très différente et des personnalités très différentes, donc on réagira jamais de la même manière et voilà. Et là-dessus c'était vraiment intéressant d'aller dans des personnages pas nécessairement compliqués mais avec beaucoup de relief en fait. Pas que tu peux pas caser. Tu peux pas te dire, bon bah ça c'est juste un personnage de bourgeoise de 30 ans qui habite dans le 7e à Paris. Bien au contraire, c'est une femme beaucoup plus complexe et tu le sens à travers notamment sa relation avec son mari et tout ça. Et pour ça, je trouve que c'était un très bon roman. Après, si vous voulez des romans qui racontent des histoires, malheureusement, ce sera peut-être pas vers ça qu'il faut se tourner. Mais je trouve que sur la découverte de la psychologie de l'autre, ça peut être intéressant et ça pourrait peut-être vous plaire de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ce mois-ci, je suis allée au théâtre. Je suis allée voir à la Villette le Cirque Plume, qui est une compagnie de cirque en fait qui existe depuis un certain temps je crois, et c'était pour leur spectacle la dernière saison. En fait c'est la dernière fois qu'ils vont se produire et qui vont montrer ce spectacle-là, qui est une forme de cirque, donc, comme son nom l'indique, mais plume aussi, parce qu'ils ils travaillent sur la sensibilité et la légèreté, et sur un truc très aérien, notamment avec les acrobates et avec tous les personnages. Et en fait, il y a zéro intervention de... Enfin, comment dire ? Déjà, il n'y a pas d'animaux, ce que j'apprécie beaucoup, parce que je n'aime pas le cirque avec les animaux, parce que j'ai des convictions par rapport à ça, et que du coup, j'aime pas les cirques avec animaux. Ça, c'est déjà un fait. Deuxièmement, ils ont une poésie dans le fait que chacun ait son rôle. C'est-à-dire qu'on a des acrobates, on a des musiciens, on a un meneur un peu clown, et en même temps, ils sont tous très mobiles. Et on arrive à distinguer ça tout en ayant aussi surtout une cohésion de groupe et de troupe de cirque, et ça c'est hyper intéressant. Et puis juste pour leur travail en fait scénographique, c'est incroyable. Chaque numéro est un tableau mais intégral, que ce soit sur la lumière, sur la mise en scène, la scénographie, les costumes et la musique, tout est super bien pensé et il y a vraiment une création d'un univers entier. Et c'est ultra magique et ultra beau. Enfin, vraiment, ça touche beaucoup. Il joue sur l'actualité tout en n'étant pas sérieux du tout et hyper léger. Et je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion, d'aller voir ce spectacle parce que c'est d'une douceur. Enfin, vraiment, c'est super doux, c'est super... agréable, flottant, ça fait du bien, c'est une manière de donner des sentiments et des choses et de communiquer en fait vraiment avec le spectateur, tellement différente et tellement enrichissante, voilà, de voir les gens évoluer avec leur corps dans un espace, comment ils discutent les uns avec les autres, même avec leur corps, et et tout ça m'a beaucoup apporté en 1h30 de spectacle, enfin c'était vraiment très 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 beau. Donc je vous conseille très fortement d'aller voir ça si vous en avez l'occasion. J'ai aussi vu enfin King Kong Theory de Virginie Despentes, que l'une d'entre vous m'avait conseillé il y a déjà au moins 6 mois. Du coup King Kong Theory je l'avais lu cet été, je pense pas vous l'avoir dit mais je l'ai lu cet été. Et donc un mois plus tard je l'ai vu représenté à l'Atelier, je crois que ça s'appelle au Théâtre de l'Atelier, vers Pigalle. Et c'est un spectacle qui est très bien fait, je trouve. En fait, il est nécessaire. Je pense que soit on lit le livre, parce que c'est nécessaire, soit on va voir le spectacle, soit on fait les deux, c'est encore mieux. Mais en tout cas, je pense que vraiment avoir accès à ce truc-là, ce texte-là, cette pensée-là de cet auteur, c'est hyper important. Donc, en fait, le propos de King Kong Theory est vraiment très intéressant sur... le féminisme, forcément, sur la place de la sexualité, sur la prostitution, sur le viol, sur le machisme, enfin sur toutes ces choses-là qui sont des sujets très violents, durs à aborder et qu'elle aborde très bien par le prisme de son expérience personnelle. Et du coup, c'est très bien écrit.
c'est tellement véridique et c'est tellement bien expliqué que c'est une très belle étude de phénomènes sociaux par rapport à des rapports hommes-femmes. Et du coup, moi, j'ai aimé cette manière de lire les choses-là. C'est pas juste du théorique, c'est vraiment appliqué à un cas particulier. Après, c'est un peu violent parce que cette femme est très virulente et qu'elle a vécu des choses difficiles et qu'en plus de ça, elle prend une forte position de « je suis une femme, je m'assume comme telle » et elle utilise notamment le qualificatif de mal baisée. Enfin, cette image qu'on a de la femme qui s'habille pas, qui n'est pas féminine, qui n'est pas là pour correspondre à des dictats de la société et tout. Et donc ça, c'est pour le propos de King Kong Theory. Et là, le spectacle, en l'occurrence, c'est 3 femmes qui l'interprètent. Et c'est vachement bien. La mise en scène est très intéressante. Il y a... je sais pas... J'ai pas envie de tout vous dire parce que je pense qu'il est important que vous viviez l'expérience, parce que je pense que c'est une expérience en soi, vu que le public est sollicité pendant le spectacle, et c'est assez intéressant d'avoir cet échange-là entre la scène et le public. C'est important d'être ouvert à tout ça pour comprendre l'intégralité du problème de ce que ça représente, le machisme, comment ça s'appelle ? Le patriarcat, voilà. J'espère que vous me suivez toujours parce que là je me rends compte que je parle beaucoup d'un coup et de trucs un peu deep shit, mais allez voir King Kong Theory, c'est super bien. Pour ce qui est des podcasts ce mois-ci, je me suis mise à réécouter Boomerang, qui est l'émission d'Augustin Trapenard sur France Inter tous les matins de la semaine, que soit j'écoute quand je me réveille, je le mets, soit que j'écoute en replay, enfin un podcast sur mon portable. Je trouve ça chouette parce qu'en fait, je choisis pas les épisodes que j'écoute et je fais en sorte d'écouter tous les épisodes pour justement découvrir des nouvelles personnalités de la culture. Dans ma démarche de connaître encore plus de choses et d'arrêter de choisir mes sujets, je trouve que ça c'est une bonne manière de le faire parce que c'est l'invité, j'écoute ce que l'invité a à dire et soit j'aime ce qu'il fait, soit j'aime pas ce qu'il fait, soit je le découvre. En tout cas, ça m'ouvre à des choses différentes. Et j'aime beaucoup écouter cette émission. En fait, généralement, le mec invite des gens de la culture qui ont une actualité et il leur fait parler. Mais ça va de... Il y a beaucoup de gens, hein. Ça peut être des acteurs, ça peut être Sophie Calle, ça peut être... Ce matin, c'était David Guetta, c'était super. Mais voilà, et du coup, j'aime beaucoup écouter cette émission. Après, j'écoute aussi beaucoup en ce moment Le Masque et la Plume, qui est aussi sur France Inter. Pareil, dans cette même démarche de m'ouvrir à plus d'œuvres et à plus de sujets, j'écoute... Avant, j'écoutais que les émissions sur le cinéma. Maintenant, j'écoute aussi celles sur le théâtre et sur les livres. En plus, je trouve ça hyper reposant. J'adore les écouter parler et s'engueuler. Je trouve ça bien. Voilà. J'ai découvert le nouveau podcast de Nouvelles Écoutes Qui m'a filé la chlamydia de Anouk Perry, qui est une enquête sur justement qui a filé la chlamydia à cette jeune fille lors d'une partouze à 5. C'était chouette, en fait, j'ai aimé la narration du truc, j'ai été vachement happée, genre vraiment je voulais connaître la suite. C'était intéressant d'avoir une découverte de la maladie, des IST et des MST, sous l'angle de l'histoire et de l'enquête, qui était vraiment en plus une histoire personnelle où elle va voir telle et telle personne qui ont participé au plan pour demander du coup, écoute, est-ce que c'est toi qui as la chlamydia, pourquoi, avec qui t'as couché et tout. J'ai trouvé que c'était une manière très intelligente de pouvoir parler des IST et des MST. En plus de ça, c'est dans chaque épisode, il y a des interventions d'une gynécologue qui explique les trucs purement scientifiques de comment ça se passe, et c'est très intéressant de parler de cette maladie qui est bien plus répandue qu'on ne le croit. Donc protégez-vous, faites vos tests, faites attention à vos partenaires sexuels et faites vos tests à chaque nouveau partenaire, c'est important parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre à la radio ? Ah putain, ici un autre podcast que j'ai découvert très récemment, mais que j'ai déjà fini, c'est Les Braqueurs de Arte Radio. Donc c'est des épisodes qui sont là aussi des témoignages d'anciens braqueurs qui racontent comment ils faisaient leur braquage, comment ils ont vécu en cavale et tout ça. Et c'est trop bien, l'ambiance qu'ils créent, l'ambiance sonore,
leur voix, leur histoire. C'est hyper cool. C'est une forme de documentaire chouette à entendre. C'est vraiment bien que ce soit sous format audio aussi, donc je vous conseille fortement ça. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui sera évidemment répertorié en barre d'infos et vous pourrez aller écouter les trucs. Et j'adore les podcasts parce que tu les télécharges sur ton iPhone, tu les écoutes dans le métro et c'est trop bien quand, comme moi, t'as du mal à lire quand t'es entouré de bruit et de gens, etc. Voilà. Oh là là, dis donc, ça en fait des choses. Hein. Ça fait 20 minutes et j'ai ni abordé les expos, ni abordé les films. En fait, je vais faire ça. Je vais vous parler des expos et je pense que je ferai la suite du bilan culture juste sur les films. Donc pour ce qui est des expos, je suis allée au Louvre et ça m'a fait du bien. Je vous rappelle pour les Parisiens ou pour les gens qui viendraient en vacances à Paris que le Louvre est absolument gratuit à n'importe quel moment pour les jeunes de moins de 26 ans et que ça fait jamais de mal d'aller se perdre dans le somptueux de ce bâtiment et de ses œuvres. Je suis aussi allée à la galerie Perrotin, qui est une galerie parisienne, elle aussi gratuite, qui propose des expositions d'art contemporain. Et en ce moment, il y a notamment une expo sur Sophie Calle. Donc il y a 2 chapitres en fait. Il y a un chapitre sur son chat, Souris, qui est décédé. Et une autre exposition sur des photos et des légendes de photos. Je sais pas trop comment expliquer. L'exposition Souris sur le chat m'a dérangée, mais en tout cas elle m'a interrogée sur son travail de plasticienne et d'artiste et c'était chouette. Je vous conseille d'aller voir, je vais pas vous dire ce que c'est. Allez-y, ça prend vraiment une demi-heure, mais c'est marrant en fait, c'est une artiste marrante quoi. Et l'autre expo par contre, en fait c'est des images qui sont cachées par des rideaux. Sur le rideau, t'as une espèce de légende ou une phrase qu'elle dit sur ce qui se cache derrière et tu lèves le rideau et tu découvres la photo. Et ça, j'ai trouvé ce concept trop génial et c'était vraiment drôle et vraiment bien et même assez beau, assez poétique. Donc je vous conseille d'aller voir ça, d'autant plus que c'est gratuit.